il est arrivé. C'est le tarot ultraviolette. Waouh, il est arrivé hier. Waouh, 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 trop, trop. Mais alors, mais vraiment, hein, ravie, enchantée, comblée. Ouais, je sais, ça fait un peu genre, elle fait son taf d'influenceuse, la meuf, bon, c'est quoi ce truc? Ok, c'est pas mon taf, mais quand même, ça fait un peu ça. Si vous vous rappelez, c'était déjà un coup de cœur artistique à la base, ce tarot, puisque pendant la campagne Kickstarter, j'ai fait intervenir sur cette chaîne, dans Babylon Tarot, la créatrice la Violette, créatrice du tarot ultraviolette, pour nous expliquer... le pourquoi du comment, pour nous présenter ce tarot et tout ça. Je vous invite à regarder cette série de 2 vidéos. Donc clairement, c'était déjà un coup de cœur artistique à l'époque. Et là, bah, je suis assez bluffée en fait par déjà la qualité de création de ce tarot, l'extraordinaire qualité des cartes, et puis la douceur, le côté vraiment... ça va être compliqué pour la lumière peut-être, je sais pas, enchanté, qui s'en dégage, quelque chose de fort, mais dans une douceur qui est, Rose m'a dit, elle comparerait ça aussi au niveau du toucher, mais aussi, tout comme au niveau du rendu, à son impression avec le Gentle Tarot. Bah oui, c'est vraiment une impression de douceur, d'un tarot qui vous prend par la main. Donc, c'est mais vraiment un enchantement, j'ai envie de dire. Alors, j'ai essayé de faire un déballage quand je l'ai reçu hier. J'étais pas bien, enfin, je suis pas tellement mieux aujourd'hui, mais je croise les doigts pour que cette vidéo soit mieux. Je pense pas partager ça sous forme de déballage, et je pense pas non plus que c'est une review. Pourquoi? Parce que j'ai pas de grands commentaires à faire, à part waouh, il est génial, il est très grand, c'est pas le plus maniable pour moi parce qu'il est aussi épais, mais la qualité des cartes est vraiment chouette, et donc ça le rend très très agréable à mélanger, à manipuler malgré tout. Et alors j'aurais eu envie de dire qu'en fait, bah, parce que c'était des illustrations où il y avait des détails, mais peut-être pas tant que ça, enfin je croyais pas par rapport à d'autres tarots, je me demandais si ça valait le coup de l'imprimer en si grand. Mais en fait, parce qu'il y a quand même un gros travail, vous allez peut-être le voir ici, parce qu'il y a même du relief à l'intérieur de la porte là. Il y a un travail qui est fait sur les lignes, comme, enfin, ça peut faire penser à plein d'autres tarots qui font ce travail aussi, sur les courbes, sur les lignes, sur les petits symboles. Là vous voyez par exemple avec le tatouage en spirale, sur 2 volumes, ça va être compliqué la lumière, je suis désolée, mais je préfère pas mettre mon anneau LED parce que je pense que c'est pire. Donc j'ai allumé toutes les lampes. Tout ce qu'il faut pas faire, et ben voilà. Et donc en fait, on gagne vraiment à avoir ce format-là, ça nous permet de vraiment rentrer dans la carte. C'est une invitation à rentrer dans la carte, et c'est rare que je dise que ce format est un format qui me convient et que je trouve qu'il est utile et qu'il a un intérêt pour un tarot en particulier, mais là, je trouve que c'est complètement le cas. Tout est sympa, moi je dirais peut-être les chiffres romains, je préfère pas parce que je sais que pour certaines personnes, en particulier dyslexiques ou dyscalculiques, c'est compliqué. Ça l'est pas pour moi, mais voilà, j'apprécie le fait qu'on a les symboles ici des planètes et des signes. Donc pour les associations astrologiques, des cartes qu'on doit à la Golden Dawn, un cercle occultiste qui a mis ça, hermétique, qui a mis ça en vigueur à la fin du 19e siècle et qui n'a jamais complètement disparu, mais qui connaît un certain revival ces dernières années, peut-être parce que on est nombreuses à être arrivés dans le tarot et avoir découvert l'astrologie, ou inversement, puis bon, tout ça est quand même assez en vogue en ce moment, et j'ai envie de dire que c'est tant mieux, parce que ça m'intéresse, et si vous êtes là, certainement que vous aussi. Et donc voilà, c'est un peu, c'est simple, mais efficace. Évidemment, c'est peut-être pas le plus évident pour les personnes qui n'aurait pas du tout l'habitude de ces glyphes. Mais ceci dit, en même temps, voilà, il n'y a pas non plus des tonnes de planètes et des tonnes de signes, enfin 12, 7, pour les anciennes planètes, les plus connues, et les luminaires, évidemment. Et puis, il y a quelques mentions des autres planètes découvertes plus récemment dans les arcanes, voilà, dans les majeurs, ici, avec le symbole de Neptune. Bon, bref, ça le rend peut-être pas complètement accessible pour les personnes qui connaissent pas l'astrologie. Maintenant, c'est pas un prérequis de savoir lire ces symboles pour pouvoir lire le jeu. Et sinon, bah, c'est une invitation aussi, même pour les éléments. Si c'est quelque chose, je me souviens, au début, il y a 7 ans, quand j'ai appris le tarot, je disais, oh, c'est quoi ces symboles pour les éléments? Je vais les retenir un jour, quoi.
Maintenant, ça va tout seul, évidemment, mais ça m'a demandé de les recopier quelques fois, de faire mes petites fiches et tout, ce qui peut être tout à fait sympathique. Bon, ceci dit, ce sont des grilles d'analyse supplémentaires, comme pour tous les tarots, on a des choses qui viennent se superposer, et on n'est jamais experte dans tout ce qui nous est ramené par ce tarot, et donc bah voilà, là le petit plus qui est apporté là, pour moi c'est vraiment cool. En plus je les connais même pas par cœur, hein, les correspondances astrologiques des mineurs, donc c'est l'occasion pour moi de réviser. Mais c'est pas non plus genre voilà, si tu t'y connais pas, comment tu vas lire avec ce tarot, nenni. Donc il est vraiment relativement accessible, je dirais complètement accessible, et sa présence écoféministe queer, elle est extraordinaire, quoi. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo qu'on a enregistrée avec la Violette, parce que c'est à ce moment-là qu'elle nous explique sa définition du care divinatoire. Et ce care, ce soin divinatoire, c'est quelque chose qui transparaît d'une façon tellement puissante, poétique, invitante dans ce tarot, que je ne peux que vous inviter à découvrir ce que cette personne met dedans, puisqu'elle en parle beaucoup mieux que moi. Alors, je dois vous dire que la Violette m'a super gentiment envoyé un deuxième deck. Donc, j'ai reçu 2 fois alors que j'ai soutenu la campagne Kickstarter pour un seul. J'ai reçu tous les petits goodies que j'avais commandés, mais aussi le tarot en double. Et bon, j'ai un peu hésité parce que je voulais faire une campagne, enfin peut-être un appel pour un concours pour le gagner et tout ça. Seulement en Belgique, les frais de douane, c'est vraiment la fête. Vraiment, mais donc évidemment, comme il y avait 2 tarots, les 2 ont été déclarés à la douane et j'ai donc payé 34 € en plus pour les frais d'importation. Honnêtement, j'ai pas le budget pour offrir quelque chose que j'ai payé quand même. J'ai pas payé le deuxième jeu, mais la hauteur des frais d'importation ayant augmenté, c'est lié à la TVA et tout le reste. Bon, ok, la TVA c'est que 21%. Du coup, c'était un ensemble. Je me sentais pas forcément, je savais pas encore ce que j'allais proposer comme formule pour pouvoir éventuellement vous le faire gagner. Or, quand Rose a vu ce tarot, elle a fait genre, mais je l'adore, je le garde. Et donc, c'est rare. On a rarement 2 copies d'un même jeu dans la maison. À un moment, si on en prend une deuxième pour l'une de nous deux parce qu'on a des usages spécifiques, ben à un moment il y en a un des 2 qui va partir. Ça a été le cas par exemple avec le tarot de la dévotion. Sauf que là pour l'instant c'est vraiment genre un gros coup de cœur pour Rose, donc il reste entre ses mains, mais peut-être qu'à un moment quand même il y aura un des 2 jeux qui sera à gagner en concours, parce que bah, c'est quand même tellement gentil de la part de l'artiste de nous l'envoyer. Nous on est en mode ouais mais quand même on se les accapare. Et en parlant de ce que la Violette m'a envoyé, j'ai reçu ces 2 petits zines. Le recueil de tirage de tarot pour care divinatoire autour du trauma. Ça, c'est un côté très zine, hein, avec des collages, de l'écriture manuscrite. Moi j'aime les zines, hein, vous le savez. Donc voilà, j'ai pas encore regardé plus que ça, mais j'ai vraiment hâte parce que j'ai trouvé dans la discussion avec la Violette que son intérêt, son approche du trauma, son approche féministe et queer du trauma était vraiment trop bien. Et là on a une édition plutôt généraliste de recueil de tirage de tarot pour care divinatoire. Voilà, fondation présente. Je pense que ça va être top, mais voilà, je peux rien dire de plus, j'ai pas encore regardé. C'est les petits stickers miroirs qu'on recevait avec... J'adore, ça déforme les motifs de mes vêtements qui sont rangés là derrière. Ouais, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Je pense vous montrer les 2 petites cartes qui vont avec déjà. Vous dire qu'on a changé les noms des figures. On en avait déjà parlé aussi dans ces vidéos-là. Et donc, quand à un moment, je ferai une vidéo où on va explorer ensemble les figures, on le verra. Mais là, pour l'instant, je le mets là. Je pense que mon programme pour cette vidéo, ça va être de parcourir avec vous les majeurs, les atouts. Et que je ferai après des séries de vidéos pour les figures et les mineurs, voire pour les différentes suites séparément. Ça va être à voir. Pourquoi? Parce qu'au début, j'étais quand même un peu prise au dépourvu, en voyant certaines des illustrations, en me disant « Ouh, ça va être avec l'usage que je vais découvrir ce que ça m'évoque. »
comment je relie ça à mes propres interprétations de la carte et comment aussi mes interprétations générales de la carte vont être fortement influencées par ce tarot. Bon, alors, c'est une évidence, hein, mais dans le genre tarot avec des représentations diverses, queer, voilà, des personnes grosses, c'est genre... C'est une de mes cartes préférées, la grosse bouche sur son skate. Chapeau, quoi, chapeau, et c'est génial qu'il y ait beaucoup plus de tarots qui sortent en ce moment, je check ma bougie, qui sont plus représentatifs. Mais là, c'est encore... je sais pas. J'ai eu l'impression que pendant toutes les premières années où j'ai commencé le tarot, donc c'était il y a 7 ans, et assez rapidement j'ai eu mon blog, au bout d'1 an j'ai eu ma chaîne YouTube, et au bout de 2 ans j'ai fait ma série pour Little Red Tarot sur le tarot gros, Fat Tarot, que j'ai traduit aussi en français. J'ai eu l'impression que tout mon travail c'était de faire un plaidoyer, quoi, pour qu'il y ait plus de tarot féministe, plus de tarot queer, ce qui était inexistant complètement comme approche du côté francophone. Enfin, il y avait des approches féministes, juste qu'elles étaient essentialistes et binaires, et donc elles n'étaient pas les miennes, quoi. Donc je plaidais pour une approche qui était féministe et queer. Et puis sur les représentations, mais il y a 7 ans, mais il faut imaginer, quoi, rien, c'était le néant en termes de représentativité et tout ça. Alors on entendait partout, genre, le tarot, ce sont des archétypes universels, et t'es genre, comment on est censé se projeter, genre, c'est l'universel, c'est quoi en fait, c'est qui, quoi, parce que dans ces images, c'est super difficile de se voir. Donc c'était genre, no way. Pour moi, ça a été quand même quelque chose qui m'a compliqué mon apprentissage du tarot, pas mon apprentissage, mais mon entrée dans le tarot. C'est comme si il y avait plein de choses qui se tenaient devant les portes et qui étaient genre, ah, tu vas devoir forcer ton passage, qui est en même temps quelque chose qui nous permet d'apprendre, c'est formateur. mais je trouve ça tellement plus chouette maintenant qu'il y a tellement de tarot féministes, écoféministes, queer et tout qui arrivent, et on a l'impression que, ah, voilà, avec des figures ici comme l'impératrice, que ces tarots nous invitent, quoi, qui sont là, viens, rentre, viens dans cet univers, ça nous prend par la main, et quels que soient nos besoins, nos envies, et ce qu'on a besoin aussi de voir visuellement dans le tarot pour se sentir invité, pour se sentir inspiré, pour créer, pour avoir des intuitions, ouais, de l'inspiration, c'est un terme large qui, je pense, correspond bien. On a des tarots qui vont commencer à nous convenir et on commence à avoir enfin un choix tout à fait satisfaisant de tarots plutôt féministes et queer. Mais alors lui, je ne veux pas dire il vient upper le game, donc on passe à un niveau supérieur et tout, parce que c'est complètement... hiérarchique et compétitif et tout comme vision, et justement ce tarot en tant que tarot féministe il ne nous propose pas du tout, et on va le voir quand on verra les bâtons, quelque chose où il s'agit de compétition, de conquête, même, je dirais même pas d'affirmation, parce que il est tellement dans la douceur, il y a quelque chose de tellement plus subtil dans la quête, parce que ce qu'on cherche c'est les connexions, ce qu'on cherche c'est faire rien, ce qu'on cherche c'est à faire, comme on dit en anglais, kinship, on cherche à faire famille, mais dans un sens qui serait pas la famille génétique ou la famille liée à notre éducation et tout, mais dans le sens de nos familles de cœur, humaines, non humaines, tout ça, toutes ces choses qui font qu'on fait constellation. Si vous allez voir, c'est des motifs récurrents qui sont amenés assez subtilement dans le tarot par le trait, par le dessin derrière. Enfin bon, bref, je suis en train de m'égarer là, mais je voulais quand même signaler à un moment, waouh, pour les représentations, le taf est fait et c'est bluffant. Mais donc, oui, au début, je m'étais effectivement dit, ouh là là, ça va être compliqué de voir comment lire telle carte. Je ne vois pas encore exactement ce que le créatrice a voulu dire. Ça risque d'être compliqué. En fait, une fois que je l'ai eu dans les mains, c'était beaucoup moins compliqué. Et voilà, c'est vraiment une super belle surprise. Il y a quelque chose comme ça qui le rend vraiment accessible. Mais j'ai quand même envie, avec vous, en vidéo, de pouvoir reprendre chacune des cartes et de se dire, ok,
voilà, comment on les lie entre elles, qu'est-ce que moi je vois dans tel symbole, et puis ça va être super intéressant au fil de mes vidéos, au fil des années aussi de voir comment ça va évoluer, je pense. Et surtout que moi c'est un tarot qui vient sans livret, sans guide, sans manuel à ce stade-ci. Et on espère qu'à un moment, il y a des maisons d'édition qui vont contacter la Violette pour lui proposer ça, parce que ce serait génial. Mais du coup, on est obligé d'avoir cette espèce d'initiation avec ce tarot. Donc, on est encore une fois dans une espèce d'initiation qui ne va pas être hiérarchique ou nous fait entrer dans un certain nombre de rôles très attendus comme ça, de carcans, quoi. Mais c'est une initiation dans le genre libératoire, quoi. C'est libératoire, je traduis toujours mal en français. Très libérateur, quoi. Il y a quelque chose de très... Je traduis pas, je pense que c'est en anglais. Je fais juste des anglicismes à la con, excusez-moi de parler comme une cruche. En plus, je suis fatiguée aujourd'hui. Seulement ce soir que mes douleurs se sont un peu calmées. Anyway, j'ai perdu ma phrase. Je vais vous lire ce qui est noté sur ce petit papier, ce petit... Et j'ai déjà collé un truc sur ma carte. Bravo Catou. Ça se nettoie facilement, c'est bon à savoir, non? C'est le genre de choses que les gens ne disent jamais dans des reviews, mais c'est vraiment important. Donc je vais vous lire cette petite présentation. Le dos des cartes extraordinaire, c'est quelque chose dont je parle rarement dans les reviews parce que je ne me sens pas très concernée par la chose, mais voilà. Réversible. Le tarot ultraviolette répond aux besoins d'un jeu en français, inclusif aux femmes et aux personnes de la diversité de genre et LGBTQ2+, dans une ligne donc lesbienne, gay, bi, trans, queer, 2, je pense que c'est pour tout spirit parce qu'on est quand même dans un jeu qui a été créé au Canada, et plus pour tout le spectre de nos identités qui ne va pas se réduire en un acronyme. Donc, le tout dans une spiritualité ancrée dans les cycles de la nature pour mes communautés et moi. Il se veut un outil de guérison, d'introspection et d'exploration de soi pour toutes les sorcières, les créatifs et celles engagées dans une pratique spirituelle curieuse du tarot. Reprenant la métaphore du spectre de lumière, l'ultraviolette tente de représenter une variété d'expériences spirituelles et de nous faire sentir ce qui existe au-delà, nos futurs révolutionnaires queer et éco-féministes, comme la présence de nos ancêtres dans nos corps. L'imagerie que j'ai créée à travers ce tarot lie la nature humaine et non humaine avec une attention particulière aux plantes et animaux qui vivent sur le territoire que j'habite. Donc la personne est située à Montréal, à Québec. À Montréal, au Québec. Dans son aspect coloré et spectral, il fait référence à l'arc-en-ciel cher au mouvement queer. J'espère que ce tarot pourra amener autant d'apaisement, de plaisir et de découverte que le processus de création m'a apporté. Voilà. Je crois que c'est quand même intéressant ici, pour fixer un peu les intentions de la personne. C'est parti. J'aurais trop dû mélanger le tarot. Pourquoi? Parce que j'ai envie de parler des majeurs. Et par contre, j'ai pas envie de mettre sur pause parce que j'ai pas envie du tout de faire de montage. Parce que j'ai beaucoup trop mal au dos pour travailler sur l'ordinateur. Donc je vais faire ça en essayant de combler. Si c'est trop long, vous regarderez tranquillement en bas. Le chronomètre, où je vais vous permettre de passer ça. Donc vous avez vu, hein, les différents codes couleurs qu'on a pour les différentes suites, à savoir bâton. Donc les bâtons, le terme bâton lui-même n'est pas indiqué, mais c'est à chaque fois assez explicite ce qui représente le feu. Voilà les couleurs pour les coupes. Encore une fois, explicite ce qui représente l'eau. Les couleurs pour les épées et très explicite ce qui représente l'air. Bon, peut-être moins dans celle-ci avec le cœur, mais bon, on le sait, on voit les épées. Et voilà pour les pentacles ou terre. Ok. Je suis très très touchée par cette représentation de la lune. Et donc vous voyez qu'on a comme ça des couleurs qui sont moins riches, même si c'est très joli les combinaisons qui ont été choisies pour les mineurs. C'est génial comment ça ressort bien. Franchement, ce côté mat, doux, mais pas du tout collant en mode pétale de rose. C'est une finition, c'est un fini extraordinaire. Ça va super bien en couleur.
Donc vous voyez qu'on a davantage de mélange dans les palettes de couleurs pour les atouts. Et c'est pas forcément toujours très clair pour moi à ce stade où j'ai ce tarot que depuis hier. Hein. Est-ce qu'il va y avoir une symbolique spéciale qui est associée aux couleurs? J'avoue que je ne travaille pas énormément avec les symboliques des couleurs quand j'interprète le tarot. Parfois oui, plus souvent c'est plus esthétique que le fait que j'ai un code de correspondance avec les couleurs. Ça peut évoluer, quoi. Ça peut s'adapter au tarot sans problème pour moi. Donc voilà, ça ne me perturbe pas. Comme la cédiste n'est pas du tout capable de faire deux choses en même temps, j'ai fini par mettre sur pause pendant que j'étais en train de trier mes cartes parce que j'ai commencé à me perdre dans mon blabla et à perdre le fil parce que je ne suis pas capable de garder la focalisation sur vous et sur ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de tout mélanger. Donc, on est parti pour l'exploration des majeurs. Alors, comme je fonctionne sur tes trépieds, vous n'êtes pas parfaitement au-dessus de la vidéo. Ça va bouger un peu par moment parce que je suis restée debout à côté. Parce que ça me paraît être le moins pire. Sur mon équilibre, on est parti. On commence comme ça avec le mât. Et la carte qui est donc associée à Uranus ici. Elle est formidable, cette image. Alors, j'adore ce chien, déjà, qui me fait penser à un chien que j'adore, qui s'appelle Tina. Tina, si tu nous regardes... Non, ok, d'accord, Tina, ne me regarde pas. Pardon, je me fais rire toute seule en pensant à ce petit chien foufou. Et justement, on a l'esprit chien foufou, évidemment, puisqu'on est sur la carte du mât. On va voir que le symbole de la maison en trait haché, pointillé, comme ça, revient à différents moments dans le tarot. Qu'elle symbolise, à mon avis, à chaque fois ça va être à mon avis, hein, parce que j'en sais rien. Elle peut symboliser le chez-soi, et ce pointillé nous montre en fait aussi que le sentiment d'être chez soi peut être quelque chose de littéral. Dans le sens, c'est quoi la maison, c'est quoi notre sécurité, mais aussi notre sécurité au sens d'être chez soi, d'avoir un sentiment d'appartenance, de se sentir aussi chez soi dans sa communauté, mais aussi dans son propre corps, dans sa vie en général et tout. Et donc pour moi, quand je vois comme ça cette maison en pointillé qui est un peu déjà en train de s'échapper comme ça dans les nuages et dans les étoiles, on a ce sentiment aussi de quelque chose de neuf qui se dessine, et peut-être que le fait que la maison dans laquelle on peut avoir grandi, ou les maisons dans lesquelles on peut avoir grandi, peuvent parfois être des choses qui ne nous conviennent plus, qui sont déjà en train de s'effacer, et donc on doit prendre ce risque en fait d'errer à la recherche d'un endroit où on se sentira plus chez soi. Alors bon, il peut y avoir des connotations tout à fait tragiques quand on pense à la précarité de logement à l'heure actuelle, mais aussi toutes les questions métaphoriques, et tout ça peut être lié parce que la carte du fou, elle fait peur pour plein de raisons, et pour des raisons aussi qui sont que à plein de moments, la chose raisonnable, la sécurité et la stabilité, elles sont nécessaires. Elles sont pas toujours accessibles non plus, enfin bon, voilà. Donc c'est déjà un symbole qu'on va trouver pas ultra récurrent, je dirais, mais cette question d'analyser les traits entre ce qui est en pointillé, ce qui est dans le sens vertical, ce qui est en plutôt spiralé, va être quand même quelque chose de très intéressant dans ce tarot. Donc on a quand même cette idée, on laisse ça derrière soi, et le chemin c'est en fait un serpent. Donc on a ici quelque chose qui nous appelle à la transformation, puisque c'est aussi une des symboliques associées à cet animal-là, et en fait c'est comme si le chemin s'était tracé naturellement. En fait c'est cet endroit-là, là où on sent chez soi ça ne nous convient pas, et l'appel d'autre chose est là, et jamais on est seul. On a ce chien qui est là, on est tout à fait bien accompagné. Alors j'ai l'impression quand je regarde de loin la carte que c'est un serpent aussi qui est là dans son baluchon. Mais en fait, même si ça épouse la forme du serpent, c'est une petite pousse qu'on voit là, c'est une jeune pousse, vous voyez. Et il y a aussi une autre symbolique qu'on va revoir revenir souvent, c'est les racines. Et les racines s'échappent du baluchon, ce qui est aussi vraiment intéressant à noter comme symbole, et je ne vais pas commencer à me plonger là-dessus. Et encore une fois, on a ces pointillés qui sont là, et au fur et à mesure, je pense, parce qu'à ce stade-ci, j'ai peut-être pas encore forcément quelque chose à dire, on va se rendre compte aussi de quelles sont les choses qu'on peut
envisagé comme symbolique pour les traits dans ce jeu. J'aime bien aussi ici les petites étoiles, parce que ça nous rappelle aussi ce qui est dans le ciel et aussi à notre portée. Donc ça nous rappelle l'adage hermétique, ce qui est en haut et aussi en bas, ce qui est en nous et aussi à l'extérieur de nous, et que en réalité tout est lié. Et cette question du lien, au-delà de l'hermétisme, des liens, va être quelque chose de complètement récurrent dans ce tarot. Et donc quand on s'en va comme le fou à l'aventure, où on perd notre sentiment de sécurité, et est-ce que c'est ça qu'on va retrouver ou pas? Mais on n'a pas d'autre choix que d'y aller avec, j'ai envie de dire, d'un bon pas, avec beaucoup d'assurance, là, dans ce cas-ci. Parfois, j'associe souvent l'insouciance avec le fou, et aussi l'émerveillement, parmi tous les mots-clés qu'on peut avoir. Mais ici, on a aussi ce sentiment d'assurance, de confiance, bah, il faut que j'y aille, en fait. J'ai dépassé ma maison et c'est OK. Et la personne n'a pas l'air de douter de retrouver ailleurs, hein, chez elle. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Puis c'est intéressant qu'on a le traditionnel baluchon. Mais on a aussi ici le sac banane qui n'a vraiment pas l'air très très rempli. Et donc on a quand même cette insouciance parce que on est préparé. On a des chaussures de marche de folie en mode décathlon. Et on a notre bâton. Notre chien est évidemment à nos côtés. Lui, il a un petit peu la langue pendante, comme si on avait déjà marché pas mal pour arriver jusque-là, mais aussi l'excitation. Et là-dessus, quand on regarde le visage, on a quand même un truc de cette insouciance. En fait, j'ai pas grand-chose avec moi, j'ai juste ma pousse. J'ai cette chose qui est en train de pousser et qui me pousse en dehors de où je pensais être chez moi avant. Et ok, j'ai de l'assurance, mais il faut aussi une certaine inconscience, presque, en tout cas une insouciance, pour pouvoir partir aussi peu chargé. T'as même pas un manteau, un kawaii. Peut-être que c'est son imperméable qui est enroulé là. Peut-être, c'est possible. Alors moi, j'aime bien sortir avec mes kawaii à l'ancienne. Mais dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre que ta pousse dans ton baluchon. Et donc, il faut avoir une confiance énorme en ce qui est en train de naître et de nous mouvoir dans ce moment de naissance qui est vraiment absolument magique, je trouve, qui est magique dans le fou en général. Alors, la magicienne, ici, est très très belle déjà. ça continue à donner le ton pour ce tarot, je trouve, l'énergie du personnage installé à sa table. Donc comme sur tous les magiciens, souvent en général on a les symboles. Et cette fois-ci, les symboles des différentes suites qu'on va revoir après ne sont pas ancrés physiquement ici. Ouais, on pourrait dire qu'on a plus une dominance d'éléments terre avec les herbes qu'on a derrière, avec le fait que la personne est aussi avec son mortier en train de travailler les herbes. On pourrait avoir un grimoire, quelque chose qui est dans l'expérimentation, mais on a peut-être moins une représentation des éléments dans ce qui est dans les mains de la personne. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on a une grande présence de la matière, de la terre et de la matière, et c'est un élément que je trouve vraiment important dans cette carte de la magicienne, c'est de pouvoir concrétiser. Et on voit souvent ça comme une carte de potentiel. Le symbole de l'infini ici nous le ramène, mais il y a aussi quelque chose de important dans la concrétisation. On a aussi d'emblée cet aspect écoféministe qui intervient ici, je trouve, dans ce qui est représenté. Et ouais, je vais rester là-dessus, sur la matérialisation. Pour moi, c'est une carte qui revient à canaliser. Et oui, souvent, ça peut être une carte qui est essentiellement une carte de potentiel, mais en fait, non, on a tout entre les mains. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait œuvre, on fait matière, on fait art, à travers ce qu'on canalise. Donc, il y a un contact avec souvent quelque chose qui est, pardon pour le bruit, je viens de taper dans la chaise qui était derrière moi, qui est au-delà de nous, au-delà ou dedans, mais qui est pas forcément matière. Et nous, à travers nous, on sert de conduit pour faire matière. Et donc, bon, ça peut être quelque chose qu'on voit ici. Et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Bon, le côté Kitchen Witch est vraiment intéressant, hein, sorcière des cuisines, le côté
être à l'écoute des plantes, et du coup cette idée de canalisation, de se mettre au service de quelque chose au dehors de nous, mais c'est à travers les plantes, donc c'est pas quelque chose genre oh ça, je canalise un truc qui viendrait du ciel comme ça, ou voilà, c'est intéressant. Et aussi le mouvement ici sur le mur, on a l'impression de voir des comme un tronc. Ouais, là je dirais plutôt un tronc par rapport au mouvement de racines dans l'autre sens qu'on voit beaucoup avant, et donc on a quand même cette idée d'élévation. J'ai l'impression que parfois, enfin vous voyez dans le symbole classique euh, de la magicienne, on a une main là qui va être vers le haut avec son bâton et l'autre qui dirige vers le sol, vers la matière. Et ici avec l'arbre, on a ce qui sèche, donc ce qui a déjà été récolté, et donc il y a la tête en l'air, en bas, et puis on a quand même un aspect qui nous invite aussi à monter, à grandir par rapport à la petite pousse qui est ici. On a déjà avec la magicienne tout ce potentiel, mais la question c'est qu'est-ce que nous, on va faire pousser, puisqu'on a des choses qui poussent, mais voilà. Bref, on avance. La prêtresse avec tous ces symboles astro là. Il y a déjà un thème que je vois apparaître avec cette carte, qu'on va revoir pas mal dans le tarot. C'est plutôt là-dessus que j'ai envie de me pencher. Bon, alors, ok, d'accord. Première chose, c'est beaucoup de mauve, beaucoup de violet, qui est quand même une couleur de l'intuition aussi, qui ici, comme souvent, est associée à l'élément d'air. Donc, elle va être associée plus à la suite des épées ici. Désolée pour le bruit, je viens m'asseoir. Oh, je fatigue. L'élément R, on disait l'intuition, d'accord, on voulait dire ça. Autre motif récurrent que j'avais envie de signaler, c'est la présence de l'eau qui va nous envoyer souvent vers les marécages, vers la vase, parfois vers l'océan. Enfin, on va pouvoir observer des courants très très différents dans les eaux à chaque fois. Moi, je trouve qu'ici, on n'a pas l'impression que le courant va particulièrement dans un sens. On a presque l'impression que l'eau est en train de tourbillonner ici. Ça me fait penser à des eaux souterraines, à des eaux qui seraient dans une grotte ou dans une caverne. Et ce faisant, étant dans cette caverne, donc étant dans les profondeurs, ou métaphoriquement dans ces profondeurs, on a quand même toutes les constellations, enfin toute une série de constellations qui s'affichent là. Je reconnais des constellations, mais je ne vais pas m'avancer, je pense que je vais dire des bêtises. La lune, évidemment, le symbole de cette carte. Alors ici, on a une lune qui est une lune décroissante, puisque la face visible, elle va dans ce sens-là. Intéressant. Peu après, quand même, la nouvelle lune, comment on appelle ça? Les gibbeuses décroissantes, ça se dit? Ah, on sait là. Hein. Voilà, alors c'est intéressant parce que l'eau se reflète. Où est-ce que sa robe est aussi faite d'eau? Et cette personne nous sort ces symboles de ses entrailles. Donc c'est quand même, on a fort l'idée que tout est dans tout et que tout est en nous aussi. Et que revenir, enfin dans cette expérience, dans ces rencontres qu'on fait ici avec ces archétypes du tarot. Désolée, j'ai bu un peu. Hop. Cette impression... Alors, comment je vais formuler ça? Par exemple, je vais remettre sur pause et faire une pause dans la préparation de cette vidéo, indéniablement, sous peu. À part ça. Oh gosh. Je trouve qu'on a quand même déjà l'impression de faire communauté et de faire lien, même si c'est encore assez abstrait. On est dans une espèce d'eau et on est en train de manipuler des symboles astrologiques, donc qui font quand même référence à l'univers, au tout grand, qui est partout autour de nous. On se sent peut-être minuscule et en même temps on est capable de se positionner dans ce grand univers. Et puis du coup on a plus que... On a une idée de paix, de paisibilité, du fait d'arriver à se poser, à ne pas bouger et à sentir tout ça, à se connecter à tout ça en arrêtant de bouger, ce qu'on va voir tout de suite avec la carte d'après. Donc là, il y avait beaucoup d'action. Ici, on se pose. Puis avec la carte d'après, ce qui bouge,
c'est pas forcément nous, c'est les saisons autour de nous et c'est notre positionnement dans les saisons avec l'impératrice. En fait, c'est fort possible qu'au montage, je n'aurais pas laissé grand-chose à propos de la grande prêtresse. Pourquoi? Parce que je commençais à fatiguer et du coup à avoir du mal à formuler des choses sur cette carte-là. Et peut-être qu'en fait, ça va faire partie de celle qu'on va pas trop décrypter là tout de suite dans cette vidéo parce que bah, c'est une carte qui fait aussi part au mystère, qui parfois, du coup, n'invite pas du tout aux explications. Elle invite au silence, au recueillement, à regarder ce qui se passe, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et peut-être à faire les liens avec l'extérieur comme on le voit ici. Et voilà, j'aurais tout intérêt à supprimer mon blabla quand je monte cette vidéo pour en fait garder la part de mystère de cette carte-ci. Bon, ben, elles en ont toute une, hein. On va le voir, ça va être avec le temps et avec l'usage qu'elles vont nous révéler beaucoup de choses sur leur complexité, mais du coup, pour la grande prêtresse, c'est d'autant plus adéquat de pouvoir se taire. Bon, je vais aller plus vite et reprendre seulement certains des éléments qui me frappent à l'heure actuelle, qui commencent déjà à venir me travailler au niveau de l'interprétation de ce tarot spécifique et des majeurs dans ce tarot spécifique. Et je vais surtout vous inviter aussi, vous, quand vous regardez, s'il y a des choses qui vous interpellent et que je ne mentionne pas, parce qu'évidemment, à chaque fois, on découvre un peu des éléments différents quand on regarde un tarot, quand on regarde une illustration, on a beaucoup de temps, en fait, pour se laisser plonger, quoi, dans tout ça. N'hésitez absolument pas à commenter pour me donner vos impressions, ça m'intéresse trop de savoir tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Alors, la couronne avec les traditionnelles représentations des 7 astres en astrologie traditionnelle est remplacée par un nuage, de la neige, de la pluie. Moi, franchement, ce que je vois le plus là-dedans, c'est d'être, de se donner complètement au rythme des saisons. Et voilà, bon, le symbole de Vénus a été changé en un symbole des transidentités. Puisqu'on y a ajouté ces petites d'autres flèches, mais par contre on a comme une représentation de l'amour, mes crocs font du bruit sur le sol, de l'amour et de Vénus, du coup de la déité de l'amour avec le cœur ici, je trouve vraiment chouette. Le clin d'œil reste là, quoi. Donc oui, je dirais que je vois avant tout ça, moi. Le fait de se positionner dans les cycles, de se positionner à l'écoute des cycles. Et encore une fois, du coup, on reste dans un temps long et on vibre et on reçoit et on s'inscrit dans tout ça. Et puis, puisque l'impératrice, c'est aussi pas mal faire communauté. Et recevoir et être dans le soin dans ces communautés, ça nous rappelle notre position dans la nature et ça nous rappelle aussi qu'on est la nature. Donc ça, pour moi, c'est un rappel assez chouette avec l'impératrice. Cet empereur est sublime, magnifique, je kiffe. Ce que je vois, ce qui me marque, avec par exemple la foudre ici, donc c'est ces symboles, c'est la carte du bélier, donc on a des rappels d'une énergie très martiale ici, on a le feu qui est tatoué sur son bras, mais c'est le fait d'être à côté de ces animaux, de ces vaches, au moment où en même temps le territoire a l'air enflammé, comme si on avait littéralement un incendie derrière, ou un paysage qui se calcine, qui est calciné, on a quand même l'impression qu'on a une perte de vitalité, de vigueur dans le paysage. Donc pour moi, ça me fait penser à cette période où écologiquement, c'est compliqué, la Terre ne va pas bien, pas beaucoup de choses nous permettent de juger que ça va aller terriblement mieux, et donc on est forcément face à une extinction. Et c'est aussi la question d'être présent dans tout ça, c'est une invitation, puisque c'est un tarot écoféministe, je trouve, à nous demander comment on fait pour être présent, comment on fait pour être stable, pour apporter de la stabilité, pour apporter de la structure, pour apporter du soutien, pour faire entraide, pour faire réseau d'entraide dans ces moments-là où on n'a pas le contrôle sur tout. Mais comment on fait pour ramener je vais dire de la structure, de la stabilité, c'est les mots-clés très très classiques hein, pour l'empereur, mais dans ce moment d'extinction et d'effondrement. Comment on prend des responsabilités?
Est-ce que c'est nos responsabilités? Pas forcément. Est-ce qu'on joue le sauveur dans une période d'extinction, comme s'il fallait encore que tout tourne autour de l'humain? Pas forcément, mais des responsabilités. Et du coup, là, on a la personne qui est exactement au même niveau que la vache. Et ça rumine, donc ça nous rappelle encore une fois un temps assez long par rapport justement, puisque la digestion elle va être longue par rapport à ça. Longue. Bref, on se comprend. Le hiérophante. Cette carte me paraît formidable et j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je ne sais pas si je vais pouvoir en dire beaucoup. On a le fait d'avoir mis à jour, on a l'impression en creusant ici cette boîte qui est fermée. On a du blé, on a ce qui pourrait ressembler à des mini-grenades. C'est certainement pas des grenades, mais ça nous fait penser à ça. Les hiérophantes étaient des prêtres dans la Grèce antique. On en associe souvent, par exemple, au mystère d'Éleusis. Donc on a quand même là des symboles qui sont liés à ces mystères, donc au mythe d'Éméter et de Perséphone, et de l'agriculture, de la création de l'agriculture, donc tous les mythes qui sont liés à ça. Et on a du coup des corneilles qui viennent nous présenter des clés. Est-ce qu'elles vont ouvrir ça? Peut-être pas, elles ont l'air tellement grandes, mais en même temps, les corneilles, elles nous permettent d'aller chercher ces clés. Et donc, ça nous replace au niveau au milieu de flux d'informations qui sont représentés ici par les corneilles et leur grande intelligence et leur grande capacité à diffuser, à intégrer des informations, à faire quelque chose des informations. et du coup, je trouve que c'est un des trucs que je trouve le plus intéressant dans l'hiérophante. C'est pas forcément une figure d'autorité ou de dogmatisme ou quoi. Bon, ça peut faire partie de ces aspects, mais pour moi, c'est absolument pas primordial dans l'interprétation de cette carte. Mais cette question de la transmission, et du coup, on a un clin d'œil ici à Éleusis, qui était quand même des mythes, qui étaient quand même des rites d'initiation. Et donc, qu'est-ce qu'on invente en fait comme initiation qui ne serait pas hiérarchique? Quels sont les réseaux d'information, de transmission, de tradition dans lesquels on s'intègre? Et voilà, c'est quelqu'un qui se met comme ça, complètement à l'écoute, qui a l'air d'interroger la corneille, qui est en mode « je te le dirai ou je te le dirai pas ». Et l'autre est en mode « oui, mais regarde-moi, moi j'ai les clés ». Donc on a aussi cette décision en fait de qu'est-ce qu'on prend comme source d'information et pourquoi. Et alors on a ces traits qui nous relient, qui nous mettent au centre de ces réseaux de transmission et d'information, et en ce cas-ci, qui ne sont pas humains, puisqu'on a des corneilles ou des corbeaux qui font passer les informations ou qui continuent à faire leur vie, puisque toutes ne sont pas liées. Voilà. C'est un peu vague, je ne sais pas si c'est... Mais voilà, c'est pour voir comment je fais rentrer les illustrations et je les accroche à mes interprétations des cartes en général. Ah, les amoureuses. Extraordinairement belle aussi cette carte. Et là, je me dis, je vais être un peu trop fatiguée parce que de toute façon, j'arriverai jamais à tout faire aujourd'hui. Il vaut certainement mieux que j'arrête pour l'instant et que je revienne faire ça demain. En fait, je vais vraiment suivre cette carte. C'est une carte de choix et je vais prendre une décision maintenant. C'est d'arrêter de façon abrupte au milieu de n'importe quoi. Avec une carte où quand même on change de direction dans le tarot, même si on n'est pas au milieu d'une des lignes quoi, dans lesquelles on divise traditionnellement les majeurs, c'est quand même pas si mal de s'arrêter ici. Parce que ça va être juste trop long comme vidéo et je vais être dans un mood complètement différent quand je vais la poursuivre. Et donc voilà, ce sera juste la première partie des majeurs pour cette fois. Je vous retrouve bientôt pour la deuxième. Et puis après, on va continuer à explorer progressivement, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochaines semaines ou mois, l'ensemble des cartes de ce tarot. Bisous les gros bisous!